Bonsoir à tout le monde. Merci d'être là pour ce nouveau lundi des restes. On est ravis que vous soyez avec nous. Donc aujourd'hui, on a donc les accueillants du Jardin Couvert qui vont se présenter. Je vais leur laisser la parole autour de leur nouvel ouvrage, donc de l'enfant parlé à l'enfant parlant. Et du coup qui fait suite à leur premier ouvrage, donc avec Jean-Pierre Lebrun, qui est sorti en 2016, c'est ça, je crois. Voilà, une parole Exactement. pour grandir. Voilà, donc ben, on est ravis que vous soyez là ce soir avec nous, donc je vous laisse la parole à tous. Merci. Donc, nous sommes trois accueillants pour vous présenter notre livre, Ariane, Annelia et moi, Michel. Voilà. Alors, de l'enfant parlé à l'enfant parlant, le titre, euh, on peut l'expliciter un peu. Avant d'être celui qui parle, l'enfant est, dès avant sa naissance, celui dont on parle. Ses parents l'imaginent, puis sa mère lui suppose des humeurs, nomme ses besoins, ses sensations, les intentions lui souhaitées par l'entourage. Voilà. Il enchante et il exaspère tour à tour. Ce n'est ni tout à fait juste, ni tout à fait faux, fait inexact ce qu'on lui dit. Voilà. Mais il enchante et il y a une adaptation réciproque. euh, Et ainsi, on entre dans la parole en recevant de l'entourage les fables qu'on nous prête. On est d'abord donc objet du langage avant d'en être le sujet. Ça donne le titre du livre, de l'enfant parlé à l'enfant parlant, depuis sa conception jusqu'en gros la quatrième année, lorsque l'enfant répond de son nom, de son prénom. Le jardin couvert est strictement consacré à cette période précoce. À 4 ans, on quitte le jardin couvert quand on est un habitué. Le sous-titre L'enfant interprète souligne l'effort immense que doit faire l'enfant pour lier et rendre cohérent le chaos changeant des sensations de son corps, le kaléidoscope des stimulations de son environnement et l'énigme de ceux qui s'occupent de lui et lui veulent du bien. Et ensuite l'effort pour se faire comprendre et exprimer ce qui l'encombre. Voilà. Bah, je vais. Voilà, je passe la parole à Ariane qui présentera le jardin couvert. Voilà. Donc, en fait, nous sommes trois accueillantes du Jardin Couvert, mais on représente l'ensemble de l'équipe qui a écrit ce livre. Donc, nous sommes les accueillants du Jardin Couvert à Lyon, qui est un LAEP, lieu d'accueil enfants-parents, comme on dit maintenant. Mais le Jardin Couvert a été fondé bien avant, en 1984, avec entre le psychanalyste Denis Vasse. Et le Jardin Couvert a été fondé sur les apports de la psychanalyse, comme la Maison Verte à Paris avec Françoise Dolto. Donc, notre fonctionnement, c'est que chaque après-midi, une équipe mixte de 4 personnes, dont au moins un ou une psychanalyste, accueille les petits-enfants de moins de 4 ans, accompagnés d'au moins un adulte référent, et nous leur offrons un lieu de parole, de rencontre, de jeu, où ils peuvent montrer et dire la façon dont ils interprètent le monde et les liens familiaux. Donc, au Jardin Couvert, chaque année, il y a environ 1 400 enfants différents qui vont faire plus de 4 500 passages dans l'année, ce qui fait une moyenne d'environ 18 enfants par après-midi au cours de nos 257 après-midi d'ouverture annuelle, du lundi au samedi inclus. Et donc, ce sont autant de rencontres avec les 22 accueillants qui font vivre le lieu. Au Jardin Couvert, ce sont les enfants qui sont accueillis. Alors bien sûr, ils sont accompagnés, puisque leur présence exige l'accompagnement par un adulte tutélaire. Dans les faits, c'est le plus souvent la mère ou le père qui vient,
mais les grands-parents, les nounous, de la parentèle, des amis peuvent aussi bien tenir ce rôle parental auprès d'eux. Les parents et leurs fonctions ne sont donc pas l'objet de l'accueil au jardin couvert, malgré l'idéologie de parentalité qui traverse toute l'action sociale dès la HEP. Nous accueillons les tout petits enfants avec la conviction que dès l'origine, l'enfant parle. Alors bien sûr, pas avec des mots, tant qu'il n'accède pas au langage verbal, mais avec des mimiques, des comportements, et puis à travers ses jeux. Et il nous parle du lien avec ses parents pris dans le transgénérationnel. Et dans ce que nous appelons le transfert sur le lieu, ces enfants, ces parents, sans qu'ils en aient conscience, sont en attente que nous leur disions quelque chose qui au mieux dénouera ou au moins assouplira les nœuds relationnels dans lesquels ils sont pris et qui les font souffrir. Donc au jardin couvert, chacun peut trouver une oreille discrète qui entend ce qu'il cherche à se dire. Il n'y a pas de travail d'accueil sans confiance, sans confidentialité. Ça se fait dans la discrétion, mais il faut que l'expression de la joie, des difficultés, des faiblesses, de la jalousie soit possible en toute sécurité. Donc accueillir, c'est se préparer à la venue de l'autre, le laisser venir, hétérogène, imprévisible. Il ne s'agit pas de donner la parole, mais de laisser enfants et parents nous faire signe à leur manière. Donc, dès sa naissance, nous accueillons le sujet de l'acte de parole dans son pouvoir de symbolisation. Et en psychanalyse comme au jardin couvert, une parole vraie, c'est celle qui revisite l'histoire, qui relance le désir, qui réorganise la pensée en lui offrant une ouverture. En n'étant ni pédagogique, ni éducatif, ni thérapeutique, le jardin couvert offre aux enfants les conditions pour déployer, donc surtout par le jeu, leur interprétation propre de leur histoire, de ce qu'ils perçoivent de celle de leurs parents, des intentions dont ils se sentent objets, des traumatismes parfois inaperçus, en tout cas pas parlés, qui ont débordé les capacités d'élaboration. Les enfants s'en font leur propre version imaginaire. Et l'attention des accueillants favorise l'écoute de cette fable qui bien souvent est occultée par la préoccupation du quotidien ou l'angoisse qu'elle suscite chez les parents. Par exemple, dans l'histoire de Nathan, qui est relatée dans le livre, euh, Estelle, une accueillante d'un après-midi, était prise dans le discours de la mère sur les problèmes de sommeil et de séparation de son fils. Et moi qui passais à ce moment-là, donc j'étais pas du tout prise dans le début de la rencontre, j'ai vu la situation, la scène sous un angle tout à fait différent. C'est-à-dire que moi, j'ai vu Nathan coincé sous un siège et essayant d'en sortir. Et progressivement, j'ai réalisé qu'en fait, il rejouait sa naissance en siège, qui avait été pour la mère et pour l'enfant une naissance ratée. Voilà. Alors, dans ce livre, nous avons axé notre réflexion sur la manière dont les enfants interprètent le monde et les liens familiaux. Et nous entendons interprète dans une double acception du terme. D'une part, comment l'enfant interprète, traduit, intègre les désirs inconscients que ses parents lui transmettent dès l'origine. Et d'autre part, comment l'enfant interprète, met en scène les messages parentaux. Ce qu'il a fait lui-même de ce qu'on a fait de lui, comme l'a écrit Neige Sino dans Triste Tigre. En d'autres termes, comment l'enfant est inconsciemment parlé dès l'origine par ses parents et comment il parle, comment il traduit ce qu'il en a perçu. Voilà, je vais repasser la parole à Michel. Bien, alors pour reprendre sur le livre lui-même, ce n'est pas un livre sur le jardin couvert, il montre le jardin couvert à l'œuvre. Il alterne deux registres.
des brefs récits de rencontres avec de jeunes enfants et les réflexions que celles-ci inspirent aux accueillants. Les histoires sont présentées avec un retrait typographique à gauche, ce qui rend la lecture très aisée. On peut ouvrir le livre au milieu et rentrer d'emblée dans une histoire, euh, une de ces nombreuses historiettes euh, qui font la trame du Jardin couvert. Chaque situation que relate le livre témoigne d'une rencontre avec un enfant pour l'accueillant qu'il a d'abord écrite pour soi, puis partagée avec les autres accueillants lors d'une réunion mensuelle avec tous les accueillants. S'est-il y arrivé quelque chose, entre guillemets, avec tel ou tel enfant, connu ou nouveau, témoigne d'un instant partagé avec lui, un conflit, une attitude, une parole échangée, un éprouvé de sidération, un débordement, une confidence des parents, euh, une scène saisie sur le vif comme pour Nathan. Euh, le récit leur donne la dignité d'un événement. Le livre tisse le singulier des situations évoquées avec l'écho collectif auprès des autres accueillants. L'énigme de la rencontre est ce qui sous-tend et ce qui rassemble les enfants, les parents et les accueillants. Alors, ce livre n'a pas été- n'est pas un projet, est un projet, un aboutissement, disons. Au départ, c'est le résultat d'une éthique collective. Un premier moment est d'enregistrer l'imprévisible d'une rencontre, puis de passer par l'écrit pour approcher les ressorts de cette rencontre et partager ce moment singulier avec d'autres accueillants et dans cette résonance, laisser s'instaurer ce qu'on peut appeler l'esprit commun du jardin couvert. Ce qui fait que même si nous sommes une vingtaine, c'est un même esprit que nous partageons. Annelia va nous permettre de s'orienter dans ce livre. Voilà, je vais vous parler, moi, de la table des matières. Donc, dans la première partie, nous vous parlons de l'enfant et ses parents. Comme disait Ariane, au Jardin couvert, nous accueillons d'abord l'enfant qui, par son comportement, ses symptômes, nous parle de son histoire familiale, de son lien dans la génération. Le chapitre genre et génération fait référence aux points structuraux qui organisent les équipes d'accueillants en veillant à la présence d'hommes et de femmes. La question du genre est ici illustrée par le texte d'une accueillante qui est commenté par Jean-Pierre Lebrun. Ensuite, le chapitre in utero. Pendant l'accueil au jardin couvert, il arrive que l'enfant nous montre des traumatismes vécus par la mère durant sa grossesse en les mettant en scène. La naissance, illustrée par la vignette d'Ariane. Chaque naissance est singulière. Au jardin couvert, il arrive qu'au moment où les parents évoquent la naissance, l'enfant, par son comportement, nous montre et revit ce moment. Séparation. Le jardin couvert soutient les parents dans le renoncement à être tout pour leur enfant. Nous accueillons et sommes attentifs à cette séparation parfois difficile pour la mère et l'enfant. Du savoir des mères. Nous pensons que les mères savent mieux que personne ce qui concerne leur enfant. Notre écoute non sachante les aide et les incite à parler leur histoire et celle de leur enfant. Dans les histoires brèves, ces récits illustrent ce qui se vit au jardin couvert pendant l'accueil. Des échanges anodins permettent des ouvertures dont nous ne connaîtrons pas l'issue. La deuxième partie, nous vous parlons de l'enfant et l'événement. Jeu et transitionnalité. Les jouets ont une fonction de médiation, symbolisation, langage, un support à la rencontre. Dans le jeu, l'enfant exprime ses peurs, ses angoisses, ses colères, sa jalousie. Au jardin couvert, le jouet appartient à celui qui joue avec. Nous intervenons parfois quand un enfant arrache des mains, voulant prendre pour lui le jouet et la joie de l'autre. Souvent d'ailleurs, quand il l'a en sa possession, il le lâche. Au temps du Covid, 16 mars 2020,
Cette date fait effraction au jardin couvert, comme dans les familles et dans toute la société. Alternance de fermeture, confinement, ouverture. Heureusement, le confinement de l'automne nous autorise à accueillir les enfants avec une jauge d'accueil. Cette ouverture a permis d'accueillir les conséquences de cet enfermement, des naissances difficiles, avec masque, absence du père, quelquefois des droits de visite annulés pour cause d'éloignement. Un chapitre sur le handicap. Le jardin couvert accueille tous les enfants que nous nommons par leur prénom et non par leur diagnostic. Les parents qui accompagnent leur enfant diagnostiqué instaurent avec le jardin couvert une relation transférentielle de confiance. Les écrans et les usages. Ici, on peut éteindre son portable. La frénésie à communiquer et l'obsession de rester connecté en permanence révèlent parfois un isolement et des angoisses de séparation. Lors de la première visite au jardin couvert, nous demandons aux parents de ne pas téléphoner ni de prendre de photos. Les transgressions fréquentes nous permettent d'aller parler aux parents en rappelant cette consigne. La mort. Toutes les confrontations à la mort ravivent des souvenirs chez les parents, mais aussi chez les accueillants. L'accueil peut rencontrer alors des résistances, des compassions ou une écoute attentive qui ouvre à la parole. Dans la troisième partie, nous vous parlons de l'accueil de l'enfant. Les droits de visite. Au jardin couvert, nous ne recevons pas des parents en droit de visite. Nous accueillons des enfants avec leurs parents. Nous restons attentifs à l'enfant et à son lien avec son père, avec sa mère, mais nous n'avons pas à traiter de la violence du conflit conjugal. Avec les nounous. Dès l'ouverture du jardin couvert, nous accueillons les enfants accompagnés de la personne qui les garde. Nous sommes témoins des liens qui se sont tissés entre les nounous et les parents quand ceux-ci viennent les chercher parfois au jardin couvert, lien de continuité entre eux et la nounou. La limite des 4 ans. Entre 3 et 4 ans, certains enfants nous montrent qu'ils aspirent à changer de statut. Ils sont souvent fiers. Limite promotionnelle qui reconnaît qu'ils ne sont plus des bébés. Les réticences s'expriment davantage chez les parents, qui se voient privés de ce lieu. Ils reviennent parfois quand même avec un petit frère ou une petite sœur. Résistance. La résistance à l'accueil peut venir de plusieurs endroits. L'accueillant, l'enfant, les parents, l'équipe, quand elle ne fait plus équipe, le savoir, l'idéologie, les certitudes, le vouloir comprendre sont une résistance à l'accueil. Transfert sur le lieu. Le transfert sur le lieu, le transfert au jardin couvert ne se fait pas sur une personne. Le jardin couvert se réinvente tous les après-midi avec ceux qui le fréquentent, tous différents, accueillants, enfants et parents. La psychanalyse, présente dans ce lieu, permet de dénouer des situations de souffrance en accueillant l'inattendu. Donc, tous les chapitres sont construits autour de vignettes cliniques, comme celle que Ariane vous a dite et celle que je vais vous lire maintenant. Alex, 3 ans, et sa maman sont venus très régulièrement au jardin couvert quand il était petit. Depuis la naissance de Sophie, ils viennent plus épisodiquement. Sophie a 1 an. Elle se lève en accrochant les vêtements de sa mère et semble avoir envie de marcher. Je l'aide un peu, elle me tient un doigt et nous partons nous promener dans le jardin couvert. Elle monte ensuite sur le toboggan. Elle est très active et contente. Elle-même fait quelques pas seule pour rejoindre sa maman. Nous parlons des enfants. Alexandre va très bien, indépendant, s'amusant dans tous les espaces du jardin couvert. Sa mère me dit que la petite Sophie pose quelques problèmes de sommeil, se réveille plusieurs fois par nuit, réclamant sa maman. Je demande à sa maman à quoi elle attribue ces difficultés. Sa grossesse s'est bien passée, l'accouchement aussi, mais, me précise-t-elle, quand on a déposé le bébé sur mon ventre, j'ai l'impression qu'elle voulait rester là et ne plus me quitter. Je l'invite à associer sur ce qu'elle pense. Elle est née 1 mois en avance et pesait 2,9 kg. J'ai dit à Sophie, tu es née un peu trop tôt.
et tu as sans doute encore envie de rester dans ta maman. Mais tu m'as montré tout à l'heure que tu avais envie de te promener. Lors du départ, j'ai reparlé à Sophie et à sa mère, et j'ai conclu. Vous viendrez dire si elle dort maintenant? Oui, bien sûr, mais je sais qu'elle dormira maintenant. Donc cette petite vignette clinique nous instruit sur plusieurs points. Elle rejoint et confirme ce que raconte le chapitre du livre intitulé Le savoir des mères. En effet, les mères connaissent les raisons de ces petites difficultés de la vie quotidienne. Il suffit de leur permettre de parler à quelqu'un convaincu que le savoir est en elles et de ne pas faire croire que c'est nous qui savons en donnant des conseils. Elle permet à cette maman de prendre conscience que dans son regret nostalgique d'une naissance un peu avancée, elle activait sans le savoir les insomnies de sa fille. La mise en évidence d'un autre chapitre, le transfert sur le lieu, son investissement du jardin couvert lui permet de parler librement et en confiance et de modifier quelque chose en elle qu'elle ne connaissait pas. Je repasse la parole à Michel. Bien, jusqu'ici courait entre les lignes l'idée de la psychanalyse et de la référence à la psychanalyse. Alors, au jardin couvert, la psychanalyse n'a pas pour visée la guérison et n'a pas de visée thérapeutique d'abord, même si elle en a des effets. Et elle ne constitue pas un canon éducatif, elle n'est pas un modèle d'éducation, elle n'indique pas un modèle d'éducation. Elle veille sur ce qui cherche obscurément à parler ou est empêché de parler chez celui qui ne parle pas encore. Elle aspire une pratique à plusieurs dans le renoncement préalable d'une posture, d'un métier, serait-ce le métier de psychanalyste, hein, de soins à donner à l'enfant dans la dépossession des effets de sa propre action d'accueillant, car nous sommes toujours plusieurs à travailler, donc d'autres peuvent être témoins des faits dont nous ne savons rien. L'oreille psychanalytique prête attention à ce qui entrave les enfants dans leurs jeux, dans leurs rencontres des inconnus grands et petits, dans leurs apprentissages sociaux, dans la mise en mouvement de leur progressive émancipation. L'oreille psychanalytique renonce aussi à agir auprès de l'enfant, sinon par la parole et le silence attentif. Elle est de l'ordre de la présence à ce qui arrive, le présent de ce qui fait événement. C'est austère et pourtant gratifiant. La psychanalyse permet de se tenir au plus près de l'impossible, la pure présence à l'autre, de donner sens à ce creux, cette attente, cette attention, cet inanticipable qui peut surgir sans crier gare, l'éclat fragile d'un petit sujet en quête de soi. Georges, peux-tu dire introduire Oui, le bonsoir, quatrième chapitre? bonsoir à toutes et à tous. Euh, alors, j'ai effectivement contribué à cet ouvrage à la demande des collègues du Jardin Couvert. Euh, je ne suis pas accueillant, donc je le précise, et vous avez entendu que le cœur de l'ouvrage, c'est vraiment cette clinique du quotidien. Alors, la réflexion à laquelle je me suis livré, c'est une réflexion très en décalage sur ce qui est en train d'arriver à la psychanalyse et la manière dont nous pouvons précisément redonner du sens à cette écoute. Hein. Tout à l'heure, là, Michel Boutin vient de parler de l'oreille du psychanalyste. Freud parlait d'une troisième oreille. Et dans la période actuelle, la psychanalyse est extrêmement décriée comme si effectivement la subjectivité était menacée, vous voyez, en tant que source d'un savoir dont l'entièreté de l'ouvrage témoigne, c'est-à-dire là, à l'instant, il était question du savoir des mères, mais il est question de quoi? De ce que tout sujet euh, connaît de sa vie psychique, c'est-à-dire c'est ce qui lui arrive, même si, bien entendu, c'est un savoir qui ne se sait pas et qui a besoin de passer par l'autre. Et vous venez de le dire magnifiquement dans les petites vignettes dont vous avez témoigné. Voilà, donc moi je me suis attaché à dire un mot de ce qu'il en est de la psychanalyse en extension.
Puisque vous voyez que la psychanalyse, on a tendance à la ramener la caricature qu'a né le dispositif Princeps du cadre divan-fauteuil, alors même que depuis sa fondation, donc il y a quand même un peu plus d'un siècle, elle a donné lieu à une pluralité de dispositifs, tous plus inventifs les uns que les autres. Et à cet endroit-là, le jardin couvert est effectivement une invention et un dispositif qui est extrêmement pertinent. À un moment donné, vous aviez parlé d'un savoir discret et je m'étais amusé, alors je n'avais pas lu cette occurrence-là, mais en tout cas, quand je pensais à votre dispositif, je l'avais aussi étiqueté de dispositif discret, c'est-à-dire que la présence de l'analyste est là, mais ne se revendique pas comme tel, hein, puisqu'effectivement, il s'agit bien d'écouter, et vous n'arrêtez pas de le dire dans toutes vos vignettes cliniques, d'écouter au plus près la vie psychique, donc à l'endroit précisément où elle est entravée, hein. Je crois, comme ça que vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement une très belle définition du travail du psychanalyste, ou plus largement du travail des psychistes qui se réfère à la psychanalyste, c'est-à-dire d'écouter là où la vie est entravée, de manière à pouvoir en écoutant à ce moment-là, permettre que quelque chose se remette en jeu de cette vie entravée, de cette vie psychique. Et donc, à cet endroit, vous parlez aussi, bien sûr, du désir de vivre et de grandir de tous ces enfants. Voilà, donc ce chapitre, il a cette fonction d'essayer de redonner quelques lettres de noblesse, ou en tout cas se redire que la psychanalyse pas simplement limitée à ce qu'il en est de la cure, mais qu'elle infiltre et anime des tas de dispositifs. Et qu'effectivement, c'est important qu'on puisse entendre cette dimension-là dans les différentes places qu'on occupe, chacun de nous, en fonction des lieux où nous travaillons. Voilà ce que je peux en dire un peu rapidement. On verra dans la discussion s'il y a des questions et à ce moment-là, je pourrai aussi répondre de façon un peu plus précise à des interrogations. J'espère que parmi les gens qui participent à la soirée ce soir, certains ont lu l'ouvrage. Mais en premier lieu, ce que vous aviez à discuter, ou ce que nous avons à discuter, c'est effectivement le travail du jardin couvert en lui-même. Amandine, si vous voulez reprendre Oui, merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Est-ce que quelqu'un dans la réunion aurait une petite question, une remarque, quelque chose à dire? On est là, voilà, pour échanger avec plaisir. Est-ce qu'on peut se permettre de citer Georges Gaillard dans une phrase dans laquelle on se retrouve bien? Les dispositifs référés à la psychanalyse, il vient de dire ces dispositifs hors cure, hors divan, constituent autant de scènes où les sujets vont pouvoir déployer leur vie psychique et encombrer l'autre de leurs propres encombrements. L'autre est alors requis en position de témoin, confié à se confronter à son tour à ce qui n'en finit pas de détruire le sujet en demeurant présent à la relation. Voilà. C'est une seule phrase qui condense les- la principale action du jardin couvert. donc, vous êtes invités chacun à associer sur la présentation, sur vos lectures éventuelles, sur vos expériences dans ce type de lieu. Bonjour, tout le monde m'entend. Bonjour. Oui, on vous entend très Bonjour. bien, merci. Moi, je me demandais du coup pour travailler dans un LAEP, est-ce qu'il y a besoin d'une formation spécifique en plus? Alors, en plus de quoi? Alors moi, je fais une formation, pardon, d'éducatrice de jeunes enfants. Est-ce que en plus, il y a besoin d'une formation pour devenir notamment accueillante dans les LAEP? Alors, accueillante dans les ALEP, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque quel LAEP, bon, on est un LAEP un peu particulier.
puisque justement, nous, on est référé à la psychanalyse et la psychanalyse est au cœur de notre travail. Donc, il faut déjà quand même avoir euh, une certaine expérience de la psychanalyse, en tout cas personnelle. Il faut, bon, ça, c'est un prérequis. Euh, Après, on ne vient pas faire son métier enfin, moi, je vais parler que du jardin couvert, hein, puisque au jardin couvert, nous sommes tous des gens intéressés par la petite enfance, pas forcément des professionnels de la petite enfance, mais en tout cas, tous on a tous un lien fort avec la psychanalyse. C'est quand même ça notre point commun. Et notre désir de travailler au jardin couvert, c'est le deuxième point commun qu'on a tous. Après, effectivement, on va proposer un processus qui permet de s'interroger sur les rencontres qu'on peut faire avec des enfants, sur son désir de venir travailler ici, d'élaborer sur voilà, ce que ça nous fait vivre, le cheminement qu'on va faire dans cette expérience, dans cette rencontre, et qui permet ensuite éventuellement de devenir accueillant au jardin couvert. Ça prend le temps dont chacun a besoin, hein. Mais une fois qu'on est accueillant au jardin couvert, on n'y fait pas le métier pour lequel on a une formation. Euh, et puis, c'est pas un exercice professionnel dans le sens où on vient pas gagner sa vie au jardin couvert. On y vient un après-midi par semaine. C'est un engagement de son désir, voilà, dans le lieu, hein. Donc, on y vient un après-midi par semaine. Et on a une indemnité. Voilà, mais on n'est pas employé, on n'est pas salarié, on y vient parce qu'on a envie de venir travailler là avec les enfants et avec les autres accueillants. Si je peux rajouter quelque chose au fait de ne pas faire au jardin couvert ce qu'on sait faire à l'extérieur, donc en tant que, certainement dans la petite enfance, en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, mais c'est très enrichissant justement aussi pour travailler autrement, accueillir autrement, parce qu'on sait très bien que l'accueil devient difficile dans les structures petite enfance. On est témoin aussi quelquefois certains témoignages de parents nous relatent des difficultés d'adaptation, des turnovers parce que les professionnels sont fatigués. Et je pense que le travail au jardin couvert apporte aussi à l'extérieur. Voilà, juste cette petite... Mm. D'accord, merci. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, donc, il y a une discussion dans le chat et il y a notamment une question qui vous est proposée. Quels sont les nouveaux apports que vous faites par rapport au livre de Denis Vasse? Alors, je ne sais pas s'il était question du premier livre ou du deuxième livre, puisqu'effectivement, il y a déjà historiquement plusieurs livres qui ont Alors, été écrits autour de cette expérience, puisque c'est le quatrième, hein. mm. Alors, en fait, c'est une poursuite. Il ne s'agit pas de faire ou des nouveaux apports ou les deux premiers livres ont été écrits avec Denis Basse parce qu'à l'époque, il travaillait au Jardin Couvert. En gros, on écrit un livre tous les 10 ans. Donc, c'est l'expérience de... Chaque livre correspond à l'expérience de 10 années d'accueil au Jardin Couvert, hein. C'est un travail collectif de tous les accueillants ensemble, un travail, comme on vous l'a dit, mensuel en réunion des accueillants. Voilà. Et puis ensuite, ça a été un travail d'écriture collective des accueillants et ça nous fait élaborer à chaque fois sur les sujets qui constituent les chapitres, euh, que ça apporte. C'est différent. Je ne sais pas, comme Michel, comment est-ce que tu pourrais dire ça? C'est Si, c'est- c'est- c'est notre accueil in vivo, en fait. si je peux me permettre, à l'époque de l'IVAS, il n'y avait pas eu le Covid et il n'y avait pas les téléphones portables.
Oui, Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, vous voyez, une pensée, c'est toujours une pensée dynamique. Il me semble qu'effectivement, essentiels ont été posés par Denis Vaz, certes, mais comme vous le dites, enfin, un accueil vivant, c'est un accueil qui est en lien avec le contexte qui nous traverse et qui nous façonne. Les questions de genre également. Enfin, donc il y a un certain nombre de questions, il me semble, que vous traitez dans cet ouvrage qui n'ont pas été traitées dans les ouvrages précédents. Et du seul fait que nous ne sommes plus, il y a 20 ou 30 ans en arrière, même si effectivement la question de comment un enfant se construit dans la parole et dans le lien, évidemment que c'est central. Mais voilà, quelles en sont les manifestations, comment on s'outille pour tenir un dispositif dans la période actuelle. Hein, je trouve qu'il y a énormément de vignettes qui n'auraient pas pu être écrites il y a 20 ans ou il y a 30 ans. mm, tout Alors, à fait. voilà, c'était juste pour vous aller dans le sens oui, il y a des apports nouveaux, qui est de voir comment on se débrouille avec la période contemporaine et les défis auxquels elle nous confronte. Et les nouvelles manifestations symptomatologiques qui sont très... Et peut-être que demain, on ne les égrerait pas. Bonsoir. 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 Bonsoir à tout le monde. Je suis intervenante en analyse de la pratique dans des LAEP depuis 2 ans. C'est une pratique assez récente. Et je suis je voudrais vous soumettre deux ambiguïtés il me semble que je tente de travailler avec les équipes qui sont l'ambiguïté on n'est pas là pour interpréter, on n'est pas psychologue, on n'est pas éducateur, on n'est pas des professionnels, vous veniez d'en parler, et on est là pour rencontrer. Bon, et moi je tiens un peu l'idée que si on rencontre, on parle, et si on parle, quelque part, on s'interprète mutuellement. L'autre ambiguïté qui me traverse, c'est que les équipes me disent beaucoup, mais on doit être dans l'instant, dans le moment de l'accueil, bien sûr, et en même temps, dans les temps d'analyse de la pratique, on travaille sur la trajectoire de l'enfant dans le lieu d'accueil, de l'enfant et de son parent ou des personnes qui l'accompagnent. Donc il y a quelque chose là, et je dis vraiment volontairement ambiguïté, parce qu'il me semble que c'est dans cette épaisseur-là qu'on travaille, oui, bien sûr, on est dans l'instant, on va pas garder trace de ce qui s'est passé avant, mais la trace est en nous. Donc, dans la façon dont on interagit, on est travaillé par ce matériel et par les échanges qu'on a eus éventuellement en APP, en équipe plus importante. Voilà, j'aimerais connaître votre avis sur ces deux dimensions. Alors, il y a un, un écart assez fondateur qui est que nous ne faisons pas de synthèse, donc nous n'étudions pas la trajectoire d'un enfant. Alors, l'autre écart, c'est que chaque après-midi, il y a une équipe différente. Alors, certes, on peut, dans- quand on accueille, on peut rencontrer un enfant qu'on connaît déjà, qu'on a déjà rencontré et avec lequel donc on a une histoire en tant qu'accueillant au jardin couvert. Mais il y a les autres équipes. Cet enfant, on ne sait pas s'il vient d'autres jours à d'autres moments, s'il a rencontré d'autres accueillants. Et en tout cas, c'est à chaque fois une rencontre différente. En fait, il y a la possibilité d'un accueil neuf à chaque fois. Oui, mais il me semble là qu'il y a une ambiguïté, je reprends le mot, parce que il est neutre et il n'est pas neutre, il est quand même... parce Non, que neuf, oui, neutre, j'entends. non, neuf, Neuf. nouveau, Mais quand on a échangé autour d'un enfant, d'une famille, d'une situation, d'un événement qui s'est déroulé, c'est bien parce que les accueillants ont été troublés par quelque chose.
Donc effectivement, on ne veut pas faire une synthèse au sens psychiatrique du terme ou psychothérapeutique, mais on rassemble quand même quelques éléments de contre-transfert, si je peux me permettre cette expression, en tout cas de réaction et d'émotion à la présence d'un enfant et de sa famille, et qu'est-ce qu'on fait de ça, et j'étais bien embarrassée, et comment être un peu moins embarrassée peut-être la prochaine fois. C'est me semble-t-il, le travail qu'on fait à cet endroit-là de l'analyse de la pratique non professionnelle, si je me permets. Mais je reviens au texte d'Ariane et donc le regard sur, sur Nathan avec Estelle. Il n'y a eu aucun échange entre Ariane et Estelle. C'est ce qui fait que le regard est nouveau et peut recevoir quelque chose de nouveau aussi, d'inattendu. Du coup, ça s'est fait, enfin, ça s'est transformé en un texte, et ce qui a permis de travailler autour de ce texte-là. Mais au départ, il n'y a pas eu d'échange entre les accueillantes, ce qui fait que c'est un accueil avec les accueillants, avec leur sensibilité, leur présence du moment, parce que aussi les accueillants peuvent être différents chaque jour. Euh, voilà, on a aussi nos histoires et on peut avoir un regard différent Si sur les je, rencontres. Oui. si je peux me permettre, enfin, il me semble que, donc Hélène Crest, là, ce que vous dites, c'est, vous voyez, vous ne parlez pas des mêmes structures, puisque vous parlez d'un LEAP où il y a une supervision, enfin, ou appelez-le analyse de pratique. Là où les jardins couverts ont une intervision, c'est-à-dire travailler entre eux groupalement. Et que la différence centrale, elle est là, c'est-à-dire que ce que vous essayez, vous, d'écouter dans un espace de supervision, vous êtes extérieur. Eux, il n'y a personne extérieur, donc ils font une intervision et dans l'intervision, s'éclairent mutuellement sur ce qui a pu effectivement encombrer et ce que vous dites très bien, effectivement, des dynamiques transférentielles. Mais il me semble que votre question ne peut pas trouver réponse à cet endroit-là puisqu'ils n'utilisent pas une position de supervision. Je ne sais pas si ça peut contribuer à éclairer un peu le débat. Oui, moi je voulais intervenir aussi, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui. Oui, 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 allez-y. bonjour. bonjour. Oui, donc moi j'ai été accueillante pendant un temps au Jardin Couvert et je suis maintenant accueillante dans un autre LAEP. Et là, votre question, enfin, ce que ça m'évoque, c'est aussi que c'est pas du tout les mêmes choses qui se passent, dans le sens où Jardin Couvert, donc déjà c'est ouvert tous les jours. Donc, c'est pas forcément les mêmes accueillants qui vont accueillir l'enfant. Voilà. Et comme disait Ariane, on ne sait pas s'il est venu à un autre moment, qu'est-ce qu'il a pu dire à un autre accueillant. Et ça, c'est fondamental. Enfin, il me semble que c'est très aidant pour justement arriver à ne pas faire notre travail de psychologue ou d'éducateur ou de je ne sais quoi. Parce que c'est aussi ce qui permet qu'il y ait un transfert sur le lieu qui puisse se faire. Et que quand on est dans un lieu d'accueil qui est ouvert une demi-journée par semaine, on peut basculer plus facilement dans la synthèse, dans le voilà, échanger entre nous pour savoir un peu où en est l'enfant, ce qui a été dit, et que c'est plus difficile de tenir cette position en creux qui d'accueillante où justement on renonce à être psychologue, psychanalyste, enfin voilà. C'est, enfin, je sais pas, ça me fait penser à ça. Oui, et puis au Jardin Couvert, on accueille beaucoup d'enfants Oui, différents. Et donc, quand on propose un texte sur une rencontre aux autres accueillants à une réunion du lundi, il est probable que la plupart des autres accueillants n'aient pas rencontré cet enfant. Et donc, du coup, eux, ils vont avoir ce regard extérieur à la situation. Et on peut travailler non pas sur l'enfant, mais ce qui a été compliqué dans la rencontre, ou au contraire, ce qui s'est ouvert dans la rencontre. Enfin, en tout cas, ce pourquoi on a envie de partager cette rencontre avec les autres. Oui, l'objet est plus la rencontre que l'enfant et ses parents. Et
pas de les situer comme objet. Il y avait une personne qui avait qui avait mis. Oui, je crois que Marie-Nicole Rubio, vous aviez levé la main si vous voulez intervenir. Oui, merci pour cette présentation très intéressante. Moi, j'ai souvent euh, un questionnement sur la présentation des vignettes, parce qu'au fond, on accueille des enfants avec d'autres enfants et d'autres parents. Et je vois rarement dans les vignettes qui sont présentées ce dispositif un petit peu collectif qui ressort. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais au fond, où sont les autres enfants? Où sont les autres parents? Comment les paroles résonnent aussi dans les oreilles des autres enfants et des autres parents? Moi, je trouve que c'est une perspective qui mériterait qu'on s'y intéresse un petit peu. Qu'en pensez-vous? Alors, je disais tout à l'heure qu'en fait, au jardin couvert, on accueille dans la discrétion. Et il peut y avoir beaucoup de monde. Alors déjà, c'est grand, hein, le jardin couvert, donc il y a beaucoup d'espace et il y a des tas d'espaces où les parents et les enfants sont isolés et pas au milieu des autres, hein. Et ensuite, quand on intervient avec un enfant ou auprès d'un enfant, on ne le fait pas à la cantonade. Donc, à ce moment-là, il y a quelques vignettes qu'on propose et qu'on présente où il y a plusieurs personnes, hein, il y a d'autres parents, d'autres enfants, et ça parle et ça échange collectivement. Mais c'est vrai que la plupart du temps, quand on parle à un enfant et qu'on parle de quelque chose qui va faire interprétation, par exemple, euh, on le fait dans la discrétion. Et donc, c'est un temps où on est juste avec eux. Il est frappant aussi que les autres familles sont dans la discrétion. Oui, Il y a un soutien tacite et à ce moment-là, éventuellement même, ils se retirent et ils se mettent à distance pour ne pas être impliqués dans la scène. Et Parce puis que le travail en équipe permet aussi de quelquefois d'aller jouer avec l'enfant pendant qu'un accueillant peut parler avec la mère ou le père. Et c'est entre nous, c'est sans se parler, on a l'habitude de permettre ce dispositif et on sait très bien que ça libère l'enfant justement de tout ce nœud familial. Et quelquefois, quand il se rapproche, on lui parle de ce qu'il est en train de, enfin, du sujet de la discussion. Ça nous arrive souvent sur les après-midi. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous suivent le fil de la discussion qui a lieu en même temps en écrit. Parce qu'il y avait des questions là. On n'a pas de chat, nous. non, nous, on n'a Ah, pas vous le n'avez pas chat. de Non, questions. mais non, je Ah. regardais. Je ne sais pas si Célia, Christia, vous vouliez intervenir. Elle vous interpelle, Georges, donc je ne sais pas si vous Oui, voulez, mais elle peut peut-être intervenir directement. si elle veut, en tout cas. Bon, je ne sais pas si vous voulez répondre, du coup, Georges, à ça. Alors, elle n'a Ah, pas son micro branché, elle va arriver, donc on lui ah, laisse, d'accord. on lui laisse 2 minutes. Question. Mais Oui, effectivement, alors vous sinon. voyez, alors pour reprendre le fil de la discussion, il y avait une Oui. question sur quelle est la différence fondamentale entre un LAEP et une maison verte. Il y avait également une réaction, une question. Avez-vous comme retour des familles ou des enfants ou des nounous des témoignages qui vous permettent de comprendre, évaluer, ajuster votre approche? Bon, il me semble que ça, la lecture de l'ouvrage répond à cette question. Quelqu'un donc qui est un accueillant, apparemment dit, certes, il y a un référentiel, mais il ne précise pas ce qu'est une posture d'accueillant, donne la définition du petit Robert, qui n'est pas terrible, effectivement, pas très fun, attitude particulière du corps, spécialement lorsqu'elle est peu naturelle ou peu convenable. Voilà. Oui, effectivement, C'est ça la posture, oui. oui, oui, c'est ça. Est-ce qu'on parle de posture ou d'attitude? Parce que, vous voyez, posture, imposture. Et puis, Voilà. donc, il y avait effectivement une question qui
une intervention de Célia Christia qui va donc intervenir, qui va nous rappeler qu'effectivement, et qui rappelle déjà que les jardins couverts ou les maisons vertes sont antérieurs à la création des LEAP. Hein, et qu'effectivement, la confusion, bon, je vais lui laisser le temps de... Mais Oui, je sais pas si ça fonctionne. Ça Vous marche, si, m'entendez? ça on marche, vous ça marche. entend. Ah, bah c'est super. Parce que je suis dans un endroit de la maison, je savais pas si ça captait assez bien. Bien. Euh, En fait, c'est parce que effectivement, je me permettais de lire les commentaires là et je voyais ces questions, notamment de cette première personne qui était éducatrice, je crois, jeunes enfants, qui demandait comment on pouvait se former à être accueillant ou accueillante. Et en effet, il me semble que là, il y a quelque chose qui touche à une confusion dans laquelle on est souvent aux prises quand on est accueillant ou accueillante au jardin couvert. C'est que à la suite de la création de ces lieux-là, se sont développés d'autres espaces d'accueil pour les jeunes enfants et leurs parents, et que les financeurs principaux ont ensuite souhaité, enfin, je suis pas très calée sur la question, hein, mais en fait, ont souhaité essayer de structurer un peu la manière dont se sont développés ces lieux d'accueil. Donc aujourd'hui, par exemple, dans le Grand Lyon, on peut compter, je ne sais rien, je dis ça un peu au hasard, mais je pense au moins entre 25, 30, 40 LAEP qui sont portés par des collectivités, donc par des centres sociaux, par des voilà, donc du coup qui vont euh, fonctionner avec des professionnels qui sont dégagés de leur temps de travail pour intervenir, comme disait Hélène Giraud, une matinée dans la semaine ou une après-midi. Et donc, c'est des fonctionnements qui sont tout à fait différents. Et évidemment que pour toutes ces personnes-là, enfin, évidemment, en tout cas, la CAF a souhaité réguler un peu la manière dont ça allait se passer dans ces lieux d'accueil. Mais effectivement, ce dont on parle au jardin couvert, il me semble que c'est quand même assez différent de ce qu'il se passe dans ces LAEP-là qui, en fait, ont fleuri, entre guillemets, bien plus tard qu'au moment de la création de la Maison Verte et du Jardin Couvert. Et du coup, le référentiel à la psychanalyse dans ces espaces-là, il est, il est ou il n'est pas, en fonction de comment les personnes se seront intéressées à cette question-là par le biais, par exemple, de la maison verte ou du jardin couvert, ou parfois les personnes ne savent même pas ce que c'est qu'une maison verte et le travail en LAEP. Et du coup, voilà, il y a effectivement des formations qui sont proposées de formation à la posture d'accueillant. Alors, je vois que Francis a fait une petite réponse, effectivement, sur cette question qu'il connaît bien. Et, et, et donc, la manière dont on peut répondre pour le jardin couvert, ben, c'est forcément qu'il n'y a pas de formation. C'est-à-dire, ce que disait Ariane, c'est on y arrive avec son désir et on devient accueillant ou accueillante. Euh, j'allais dire, en y travaillant, tout simplement, en faisant cette expérience-là de l'accueil et en faisant cette expérience du groupe que nous sommes, voilà, à être touchés par les expériences des autres et touchés par les enfants et les adultes que nous accueillons. Je ne sais pas si ça éclaircit, mais il me semblait que c'était important de repréciser cette historique entre effectivement le fait que le jardin couvert est aujourd'hui un LAEP, mais que comme d'autres structures associatives, il n'a pas tout à fait le même statut que les LAEP qui vont être portés par les collectivités. Et d'ailleurs, il me semble que ça à entendre aussi la question enfin, la question que je crois que c'était une autre Hélène, mais j'ai oublié son nom, évoquait sur la question de l'ambiguïté voilà, dans le travail qui est fait dans ce genre de lieu. Peut-être aussi parce que c'est pas les mêmes, c'est pas tout à fait les mêmes dispositifs, en quelque sorte. Dans le chat, il reste encore une question. Oui, il y en a peut-être plusieurs, mais en tout cas, il y a Francine Morel qui pose une question dans le travail de publication donc du livre et notamment de les vignettes que vous avez évoquées, hein, les accueillants attendent-ils plusieurs années
que plusieurs années soient passées, ou alors attendez, pardon, ou de faire attention à ce que les situations ne soient pas reconnaissables pour des raisons éthiques. Évidemment. Évidemment, les prénoms sont changés et les situations, si elles sont trop manifestes, sont légèrement modifiées. Et il y a des vignettes qui peuvent avoir plusieurs années, mais ça n'est pas exclu qu'une vignette soit de l'année qui en cours. J'ai une La question. vignette, c'est une méthode de travail, c'est-à-dire que nous passons par l'écrit systématiquement, et lorsqu'il y a ce que j'appelais un il y a quelque chose qui s'est passé, nous le soumettons à d'autres. Est-ce que vous voulez dire que les équipes par journée, c'est par journée ou après-midi, vous êtes ouverts le matin et l'après-midi? Non, tous les après-midi, L'après-midi. Donc chaque y équipe, compris le samedi après-midi. chaque équipe, il y a une équipe du lundi, une équipe du mardi, Oui, oui. Oui. comme ça que vous fonctionnez. D'accord? Et il y a un psychanalyste par après-midi. D'accord. Et donc, vous écrivez ce que vous apportez en équipe, vous l'avez, chacun a pris le temps de l'écrire. Est-ce que c'est ça, votre démarche? Les- Oui, Oui, mais oui, c'est une écriture personnelle, c'est pas une écriture de l'équipe du lundi ou du Oui, mardi ou du voilà. mercredi. C'est Et ensuite, ça parce que peut, quand vous dites que on bon, peut l'écrire à plusieurs voix quand même, quelquefois. et après vous dites bon que ben, quelqu'un qui vient le lundi, effectivement, quelqu'un d'autre de notre journée peut ne pas le connaître, mais quand même les parents, quand même quelquefois ils disent ben tiens lundi avec tel accueillant on a évoqué ça. Il Oui, peut y avoir quand même des choses qui traversent. C'est pas bien sûr. possible que ce soit Oui, étanche. bien sûr. Voilà, donc ça fait de fait une situation amenée ou un événement amené ou un vécu amené par quelqu'un du lundi peut résonner aussi pour un accueillant qui était là le samedi. Donc, Tout oui, à fait. ça quand même, c'est pas étanche pour vous, ça peut se raisonner dans le travail de mais ça l'intermédiaire. peut, ça n'est pas étanche, mais ça peut aussi l'être. Ce qui vous a Peut-être. été confié en discrétion, on n'est pas D'accord. censé Oui, ce qui censé le partager, d'une part, Mm. et ensuite, le- on peut être, se sentir amené à écrire à n'importe quel moment. Et il nous arrive aussi le plus souvent d'anonymiser la vignette que nous partageons avec D'accord. les autres accueillants de façon justement à préserver cette discrétion et la possibilité d'un transfert différent avec les autres. D'accord. À l'expérience, il est souvent, au contraire, encombrant d'apprendre des choses sur un enfant qu'on a rencontré ou qu'on rencontre, puisque ça ne vous a pas été confié, ça ne vous a pas été adressé. Mm. L'hypothèse, c'est quand même que les manifestations de l'enfant, seraient-elles gestuelles, corporelles, nous sont adressées. Il cherche, il y a une parole qui cherche un lieu d'adresse. Donc, ce qui ne nous est pas adressé ne prend pas sens. Ça prend sens intellectuellement, mais ne prend pas sens transférentiellement, pour reprendre le terme. Ok. Je vois. Donc, ça m'embarras. Mm. Merci. Si je me permets, c'est toujours Marie-Nicole Rubio. J'ai entendu tout à l'heure que pour vous, le transfert se faisait sur le lieu et pas sur les personnes. J'ai peut-être pas bien compris. Si, si, c'est ça, mais sachant que le lieu est constitué aussi de personnes, D'accord. mais c'est pas sur une personne en particulier. Bah quand même, quand une parole s'adresse, elle s'adresse à une personne. C'est ce qu'on Oui, vient elle de dire. s'adresse à cette personne, mais cette personne en tant qu'accueillante du jardin couvert au moment où elle est là. C'est ça, à une personne. Dans ce lieu-là, on est d'accord. Voilà. Et le lendemain, ce sera une autre personne. Ou pas. Et le fait que nous ayons une équipe chaque jour permet aussi aux parents de venir quand ils le souhaitent et d'éviter aussi, parce que quelquefois c'est compliqué aussi
voilà, quand on se frotte, quand on est, voilà, il y a des personnes qu'on supporte moins bien que d'autres, c'est humain. Et donc, on choisit l'après-midi qui nous convient le mieux. Et le samedi, par contre, pour que la structure reste ouverte, on tourne et là, tous les accueillants peuvent travailler au jardin couvert. C'est une chance d'ouvrir tous les jours. Ça permet aussi une grande liberté aux familles qui peuvent se montrer sous une facette un jour Mm. et sous une autre un autre jour, et les enfants aussi. C'est tout à fait important, oui, tout à fait. Non, ce que Il y a- je... donc, il y a une diffraction du transfert sur les personnes. C'est pour ça qu'on parle de lieu, parce qu'en même temps, c'est cadré. Oui, mais en fait, on ne maîtrise pas le transfert de l'autre. Donc, le transfert de l'autre, il va aller sur une personne, sur une autre, et il va pas aller sur une adresse physique, il va pas aller sur un espace, il va vraiment s'adresser à des humains. Non, il y a vraiment un vrai transfert sur le jardin couvert. C'est des humains, mais c'est un lieu habité. Oui, oui, il Ces faut humains, bien qu'il ils soit habitent. habité pour qu'il y ait transfert, on est C'est, d'accord. c'est- et les enfants, d'ailleurs, s'attachent plus au lieu, pas forcément à une personne, parfois à une personne, mais si possible, on essaye de contribuer à ce que ça glisse vers d'autres, Mm, c'est-à-dire de ne pas s'attacher au transfert, mm, bien sûr, de ne pas le prendre pour soi. bien sûr, bien sûr. Voilà, je vais pas pinailler, d'autant que je, je trouve ce travail tout à fait remarquable et et le fait de vraiment écrire régulièrement sur ce qui se passe, c'est essentiel. Mais c'est bien de relever la question du transfert sur le lieu, parce que c'est une question controversée. Il y a beaucoup de psychanalystes qui ne refusent l'idée même de transfert sur un lieu, de considérant qu'il faut le réserver au transfert sur une personne. Et il n'est pas sûr que dans les dispositifs dont parle Georges Gaillard, le transfert sur le lieu ou sur le collectif ne soit pas un élément essentiel, Mm. qu'il y ait différents niveaux, différents espaces de transfert, une diffraction. Oui, voilà, ça mérite d'être explicité, élaboré. Voilà, c'est sûr que même que l'expression, c'est une chose, mais oui, je pense aussi, parce que des enfants, effectivement, nomment le lieu quand ils viennent, ou ils demandent aux parents de venir Oui. au Tout à moment le fait. lieu. Oh oui. Oui, oui. Vraiment, je me rends compte. Mais il y a une question qui me pose, c'est parce que bon, dans mon temps, j'ai aussi un peu rencontré Françoise Dolto, mais c'est très loin. Et elle, à l'époque, elle évoquait aussi le fait qu'à un moment donné, il y a aussi des moments où la parole circule entre des parents aussi, et en lien aussi avec un accueillant. Et ça, est-ce que vous l'évoquez pas, ça? Ou est-ce que ça, pour vous, c'est pas, ça participe pas du vécu dans votre accueil? Ça arrive, on s'en sert, mais on ne le recherche pas. Hmm. Oui, par exemple, s'il y a des parents qui parlent entre eux, enfin, Mm. ce type de situation qu'on peut connaître quelquefois, des parents parlent entre eux en ignorant tout le monde, et même jusqu'à oublier des fois leurs enfants. Donc, est-ce que vous connaissez ce type de situation quelquefois? Oui, Bien oui. sûr, oui. Et On puis, appelait ça des bouchons. oui. Alors, sans que ce soit des vrais bouchons, certains parents viennent au jardin couvert
pour rencontrer d'autres parents et que leurs enfants rencontrent d'autres. Donc, c'est plutôt chouette pour eux, en tout cas, de trouver ce lieu-là. Alors, les bouchons, effectivement, quand on ne peut rien en dire et que, voilà, que ça se fait en groupe, À effectivement, l'exclusion à l'exclusion, voilà. des autres. Mais sinon, les choses, elles se font plutôt tranquillement. Mais c'est là où on s'aperçoit que dès que quelque chose d'intime est abordé, en fait, les autres vont ailleurs. Oui, oui. Ou ils mettent leur grain de sel aussi. Quelquefois, voilà, quelquefois, il y a plein de bébés dans un lieu et voilà, il y a l'accouchement, il y a l'allaitement, il y a toute cette vie-là qui jaillit. Voilà. On peut aussi s'y glisser et faire partie de ce moment-là. Voilà, on s'en débrouille. Alors, un effet de la modernité numérique, c'est que des mères se rencontrent sur Internet et viennent se rencontrer pour de vrai en présence au jardin couvert. Se donne rendez-vous. Alors, est-ce que le Souvent, portable, en ces cas-là, souvent, elles ont leur intérêt centré sur la personne qu'elles doivent rencontrer et pas sur le jardin couvert. Bah, quelquefois, ça leur permet de rentrer au jardin couvert, mais elles peuvent revenir seules parce qu'elles y ont goûté. Et que franchir le seuil du jardin couvert n'est pas toujours facile pour tout le monde. Voilà. et par rapport au portable quand même, est-ce qu'il vient en silence? Parce que bon, quand même, c'est très difficile aujourd'hui hein, que le portable soit en silence pendant les temps d'accueil. Bah, certains parents nous remercient. Ouais. Pas tous, mais voilà. Vous le posez comme une règle. Ouais, j'ai pas très bien compris quand vous en avez parlé. Oui, Oui, d'accord. on demande à ce que les portables soient éteints. Mhm. Alors, on n'a pas Après, tous la oui, même formulation, mais voilà, Mhm. ici, on peut éteindre son portable. Oui, oui. Oui, voilà, il y a différentes manières de le dire. Oui. Bon. Merci beaucoup. On va devoir arrêter cette rencontre, mais merci vraiment beaucoup pour votre présentation de votre livre, de votre projet. C'était très intéressant et merci à tout le monde d'avoir participé, posé des questions. C'est toujours bien plus agréable en vrai, mais quand même, le Zoom, c'est pratique, donc on en profite. À bientôt tout le Merci. monde. Merci merci. à Merci de cette tous. rencontre. On est toujours heureux de parler de notre travail. Ça nous fait avancer. Eh ben, c'est super et nous, on était heureux de vous entendre. Et donc, vous pouvez retrouver le livre en librairie. Voilà. Au Au revoir. revoir, bonne soirée. Au Au revoir. revoir, merci. Au revoir.